Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. On continue nos rétro-pun de boxe pour poursuivre Shep qui part à une vitesse incroyable dans les gardiens avec une boîte devenue légendaire, celle de Convoitise Galactique. Légendaire pourquoi? Parce que de tous les produits, c'est peut-être le moins bon. Ce qui est quand même impressionnant, on a quand même déjà eu du Hulk. On va déjà commencer à voir pourquoi. Les héros. Nous avons ce bon vieux Groot. Alors, on va pas se le cacher. Groot, c'est un... Ok. C'est peut-être le meilleur tank du jeu. Je n'en disconviens pas. Sauf que, un archétype tank, si vous n'êtes pas au moins 3 voire 4 joueurs, ça ne sert à rien. Pour du solo, c'est injouable. Et pour le solo, Groot il a beaucoup de problèmes, notamment parce que ses stats sont pourris, 1 de contre, c'est naze, et que toute sa mécanique dépend de ses marqueurs. Or, gagner les marqueurs, c'est pas si facile que ça non plus, surtout quand vous les perdez dès que le méchant vous tape dessus. Le seul intérêt de Groot, c'est que toutes ses cartes sont des super pouvoirs, donc on peut facilement réduire ses coûts, et heureusement j'ai envie de dire, parce que l'économie, c'est pas non plus son point fort. Alors, on va faire les cartes de Groot aussi. Donc, il nous vient avec Starro, qui était un bon allié, et toujours un bon allié, parce qu'il est virtuellement infini. Pour rappel, si Starro prend des dégâts égaux à sa vie, pile poil, que ce soit consécutif ou non, si vous mettez des dégâts directs dessus, ça marche aussi, il remonte dans votre main. Donc c'est toujours pratique d'avoir un allié qu'on peut remonter comme ça à volonté. La défense désespérée, c'est une carte qu'on a déjà eue évidemment, qui était sortie dans le paquet de Strange, qui permet de se redresser. Une bonne carte d'archétype défense, ma foi. Le prêt à en découdre, une solution de dégâts pour quand vous jouez défense parfaite. À l'époque, c'était pas mal. Franchement, pour 2-5 dégâts, à condition d'être full life, c'était intéressant. Maintenant, très sincèrement, c'est une carte que je ne joue plus depuis longtemps. On a beaucoup mieux en protection. Pouvoir de la protection, c'est du reprint. Impavide, c'était pas mauvais ça. C'est une carte que j'aime encore bien de temps en temps, en x1. Ça permet de gagner riposte si on est à ses points de vie maximum. Et dans le pire des cas, c'est une bonne solution pour des cartes à défausser si on doit en perdre une. Difficile à ignorer, voilà. Là, c'est peut-être la grosse carte du paquet. C'est une carte qui permet, en cas de défense parfaite, donc c'est lié à l'archétype défense parfaite évidemment, de retirer une menace de la manigance principale. Une très bonne carte pour tous les decks qui aiment la protection et le solo. Sinon, ça fera toujours le café de toute façon. Et inébranlable, on l'a eu 27 fois, c'est du reprint. Donc vous voyez déjà ici, on a pas mal de cartes qu'on a déjà, et peu de cartes qui ont un vrai gros intérêt. Ah oui, il y a aussi des basiques évidemment. L'allié Rocket Raccoon, réservé aux gardiens mais un très bon allié. 3 points de vie, 2 de contre, très appréciable, et une attaque potentiellement qui monte à 4 avec déferlement. Celui-là est très bon, mais réservé aux gardiens. La carte en équipe, c'est nul, même si c'est pas une des pires. Si, honnêtement, s'il y a les 2 personnages sur table, je la joue. Notez qu'il y a un errata sur cette carte. Elle est marquée en équipe Groot et Rocket Raccoon. Vous noterez que les personnages, si on prend Groot ici, s'appellent Groot en héros et en alter ego. Donc on se dit, chouette, celle-là on peut la jouer sur n'importe quelle forme. Eh bien non, elle a été bien précisé qu'elle ne peut se jouer qu'avec les 2 personnages sous forme de héros. Histoire de la rendre un peu moins forte, sinon c'est pas drôle. Et on a évidemment peut-être la meilleure carte de la boîte, l'intense concentration, que je joue absolument partout, qui permet de réduire le coût des super pouvoirs. Et s'il y a bien un mot-clé qui est fort répandu dans le jeu, c'est celui-là. Notez que heureusement, vous ne serez bientôt plus obligé d'acheter cette boîte pour avoir l'intense concentration, puisqu'elle va être réimprimée dans le paquet de Magneto. Et entre nous, entre jouer un homme arbre et Magneto, il n'y a pas photo. Rien que pour le fluff,
c'est quand même plus classe. Et évidemment, que serait un mauvais perso sans une dangereuse Némésis? Comme si Groot n'avait pas besoin de ça, on lui a fait une Némésis absolument dégueulasse. Le brasier qui va mettre des dégâts en permanence, et donc contrer la mécanique de Groot qui est de grossir. Et Furnax qui est un veau, 6 points de vie, le mec il tape à 2, et derrière il te remet encore des dégâts directs. Voilà, merci, bonsoir. Le deuxième personnage est tout de suite un peu plus jouable, c'est Rocket Raccoon. Alors, les points positifs de Rocket, c'est déjà, il contre très bien. Il a 2 de base, et il va pouvoir aller chercher un 3 nativement, ce qui est déjà rare. Si vous le mettez en justice, il passera à 4. Deuxième point positif, il a une mécanique double. Il joue sur les techs en alter ego, et il joue sur l'overkill en héros. C'était plutôt original. Enfin, il a une bonne économie, puisqu'il peut piocher des cartes en alter ego, et qu'il a des ressources doubles dans son paquet. Les points faibles, évidemment, 0 allié dans le deck, ce qui fait, et 0 carte de type défense pure, il a du soin, mais pas de la défense, ce qui fait que c'est le héros le plus fragile du jeu. C'est quand même compliqué, même si c'est monté à 12 points de vie. Et évidemment, l'autre problème, c'est que l'archétype overkill, donc dégâts en excès, c'est principalement du rouge. Notez quand même qu'à l'époque, c'était un des meilleurs contreurs du jeu. Un Rocket Raccoon jaune faisait extrêmement bien le café, notamment avec la carte J'ai un plan, qui permet d'aller contrer une fois à plus 1, le tout pour 1. Oui, parce que aussi, un autre intérêt de ce personnage, c'est qu'il a vraiment des cartes pas chères. Ça, c'était quand même bien. Voilà. Un peu mal vieilli aussi, mais un perso que je ressors encore avec plaisir. Et un des meilleurs gardiens, si on peut parler de meilleur. Mais très compliqué en solo, de par sa fragilité. Il nous vient avec un kit agressivité, avec Bug. Bug est un allié aussi très puissant, car pratiquement immortel, vu que chaque attaque de base va le soigner de 1. Donnez-lui un peu d'équipement et il deviendra une brute, sachant qu'un peu plus tard, on aura eu la lance réservée au gardien, qui lui donnera plus 2 d'attaque et perçant. Un combo qui marche encore fort bien aujourd'hui. Si tant est qu'on a un personnage qui aime faire des attaques de base, bien entendu. Poursuivons les rééditions, qu'on a eu 27 fois maintenant, au cœur de la mêlée. C'était une bonne carte à l'époque. Enfin, c'est encore une bonne carte. 6 dégâts à un sbire, et on retire 1 de menace pour chaque dégât en excès. Pratique pour contrer des malus de l'agression. Cette carte a aussi été rééditée, si je ne m'abuse. Voilà, elle est... Ah bah non, c'est ça, c'est une réédition. Elle était déjà dans le paquet de la guêpe. Il me semblait bien qu'on l'avait plusieurs fois, celle-là. Chercher les ennuis. Une carte sympathique qui permet d'aller chercher un sbire contre 3 de menace. Évidemment, ça marche bien quand on a besoin de sbires pour déclencher une capacité. Là, ici, par exemple, l'Overkill, carte qui a été aussi rééditée, qui marche très bien, et excellente dans un tort. L'assaut implacable, on le connaît, c'est de la boîte de base. Le jusqu'au boutisme, c'est une belle carte pour les decks, justement, d'Overkill. Maintenant, on va être honnête, c'est si vous voulez jouer thématique et Kikulol, parce que dans la principe, c'est cher. Donc c'est une carte qui ne va ne rien faire de base, qui coûte 2, et qui ne fait qu'augmenter les dégâts en excès. Très sincèrement, ça aurait dû coûter 1. Parce que le gain, alors certes le gain pourrait être important si vous jouez dessus, mais imaginez le temps qu'il faut pour les mettre en place, pour en avoir 3, pour mettre la mécanique, c'est assez usine à gaz. Le canon portatif, une belle carte, mais qui ne sert à rien dans ce deck-là, soyons honnêtes, qui va augmenter l'attaque et donner déferlement. Pour les persos qui tapent comme des bourrins, ça marche très bien. Dans un Wolverine, dans un Hulk, dans un Venom, ça reste une arme. Bon, peut-être pas dans Venom, elle est restreinte, mais pourquoi pas avec le holster. L'allié Groot, encore un très bel allié, puisque celui-là est un beau gros tank. Ça va un peu compenser la faiblesse du raton laveur, mais voilà, c'est quand même limité.
6 points de vie et surtout l'avantage de se soigner de 2 après avoir défendu d'une attaque. Autrement dit, défendez des petits sbires et vous pourrez régénérer à volonté. On récupère encore faune et flore, les énergies de base, les bottes propulsées, une petite tech sympathique mais réservée aux gardiens, donc on ne la joue pas, il y a beaucoup mieux à aller chercher. Voilà. Ça c'était pour les héros. C'est déjà pas folichon. Mais évidemment, c'est sûrement ce que vous attendez, on va passer aux méchants. Et là, les méchants, évidemment, c'est pas la mer. On va commencer avec Drang. Drang est un très bon méchant. Il est parfait pour mettre en place la mécanique de la campagne qui sera axée sur le vaisseau, avec le Milano de notre côté qui génère du pognon et des effets à volonté. Il est équilibré, pas mal de sbires, pas mal de manigances annexes. Le méchant tape correctement, a une petite mécanique qui va faire des dégâts en plus si on le laisse trop manigancer ou que le temps passe longtemps. Voilà, même au stade 3, c'est un 3-3, c'est pas non plus déconnant. Il a sa lance, quelle est celle-là? Qui va, certes, lui donner plus 1 d'attaque, ma foi, ça c'est pas méchant, ça pique, et robuste. Robuste, ça peut faire chier, mais on peut l'enlever facilement, il suffit de payer 3 ressources. Et payer 3 ressources, quand on a un Milano qui en génère déjà une de notre choix, c'est franchement pas compliqué. Donc un scénario, ma foi, très agréable. Un que j'aime encore bien jouer maintenant. C'est là que les Romains s'empoignèrent le collectionneur. Je vais être honnête avec vous, quand on rajoute une mécanique qui implique une condition de victoire ou de défaite supplémentaire, j'adore. Ça nous oblige à regarder et à faire attention à quelque chose auquel on ne prête pas attention en général. Donc le concept derrière était une très bonne idée. Et comme beaucoup, c'est le problème de cette boîte, c'est une bonne idée qui a été mal faite. Pourquoi? Parce que, donc, je rappelle, le principe du collectionneur, c'est que toutes les cartes qui vont quitter la table vont aller dans sa collection. 5 cartes par joueur dans la collection, c'est une défaite. En solo, c'est assez compliqué, puisque 5 cartes, ça peut aller très vite. Et on a des persos qui ne savent donc pas jouer contre le collectionneur. Black Widow et ses préparations ne peut pas gagner contre le collectionneur. Même Rocket Raccoon, pour sa compétence d'enlever les techs, c'est difficile. Un deck qui jouerait sur des alliés trash, va devoir faire autre chose. Donc c'est déjà compliqué. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas épurer la collection comme on veut. Il faut soit engager son héros, soit payer 2 ressources. Ça encore je veux bien, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on ne peut les retirer qu'une fois par joueur. Quand vous êtes en solo, vous ne pouvez donc les retirer que par 1, alors qu'il peut très bien arriver que les collectionneurs en mettent 2, voire 3 en un seul tour. Et là je parle de lui, de sa mécanique. Pas de vous qui tuez un sbire ou faites une connerie. Le simple fait, voilà, passez au stade 3, mettez la carte du dessus du deck de chaque joueur dans la collection face visible. Donc tu passes au stade 3, rien que ça, t'as une carte. Derrière, il a plein de cartes qui vont évidemment en mettre, comme la boîte simple, qui met une carte dans la collection, purement et simplement, et en plus renfort, enfin possiblement simple, de design. Pourquoi ne pas avoir laissé les héros enlever autant de cartes qu'ils veulent? Si on est un peu acculé, pourquoi ne pas passer simplement un tour à dire voilà, ce tour-ci, je paye 2 fois 2 ressources, et je m'engage, et j'ai retiré 3 cartes de la collection, je récupère un peu de souffle. Rien que ça, ça aurait déjà changé les choses. Mais voilà, originalité ne veut pas dire excellence, malheureusement. Ensuite, nous avons le deuxième collectionneur. Oui, ils ne sont pas foulés, il y a 2 fois le même méchant en théorie. C'est le deuxième méchant le plus jouable de la boîte. Déjà parce qu'il n'a plus une mécanique anti-héros, mais parce qu'il va avoir une mécanique aussi très originale. Lui, on ne peut pas le battre
au combat, on doit le battre au contre. Et ça, c'est très sympa, puisque, comme je l'ai déjà dit, ça vous permet de faire quelque chose que vous n'auriez pas fait d'habitude. Des héros qui sont plus axés baston vont peut-être ici privilégier leur carte de contre, alors qu'il ne serait pas le cas habituellement. Là où c'est bien pensé, c'est qu'ils ont rajouté la... je sais plus où elle est. Le labyrinthe, qui permet, même en solo, si vous êtes axé plus baston, de subir une carte de rencontre pour retirer 5 de menace. Là, ça a été bien pensé. Là, on se dit, voilà, si mon personnage n'est pas apte à faire ce qu'on me demande, on me donne une option de sécurité quelque part. Sachant évidemment que ça ne marchera que pour les 2 premières étapes et pas sur la 3e. Il faudra optimiser et trouver des plans. Mais une fois qu'on connaît, franchement, ça passe. Et on arrive sur les pires des pires, puisqu'on va commencer avec Nebula. Nebula, elle joue sur les techniques, et les techniques, la première gagne renfort. Déjà, c'est chiant, parce que c'est un mot-clé que vous allez tout le temps oublier. D'autant qu'il y a des cartes qui disent « va chercher une technique et révèle-la ». Sauf que normalement, bah, tu fais « je vais chercher une technique, je la révèle ». Bah oui, mais si c'est la première, renfort. Donc il faut se souvenir en permanence de cet effet un peu chiant. Sachant que toutes ces techniques vont lui donner des capacités offensives et des capacités défensives. Donc quand c'est son tour, en fonction de ses techniques, elle fait des trucs. Quand c'est notre tour, si on l'attaque, en fonction de ses techniques, elle fait des trucs. Riposte, dégâts en moins, patati, patata. C'est pénible. Et évidemment, elle joue avec son vaisseau, qui va avoir des marqueurs de fuite. Ok, pourquoi pas, hein. On peut en retirer jusqu'à 2 en payant 2 ressources. Ici, c'est limité au premier joueur, donc même à 4, on ne peut retirer que 2 ressources. Gros problème, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle peut aussi mettre beaucoup plus de marqueurs de ressources en un seul tour que vous ne pouvez en retirer. Par exemple, si je ne me souviens bien, ça c'est quoi? Ici. Non, c'est sur la manigance, il me semble. Enfin, quand sa manigance va passer ou quand elle va évoluer, elle va en mettre directement. Et on a bien sûr toutes ces cartes, c'est faire un tonneau, placer une menace. Quelle est celle-là? Voilà. Do a barrel roll. Placer un jeton fouille sur le vaisseau de Nebula, renfort. Autant dire que si vous n'avez pas de chance, en solo, vous la faites passer, vous enchaînez 2 faire un tonneau, voilà, il y a 4 sur le vaisseau, ça veut dire que ça va monter à 8 au début du tour, vous avez perdu. C'est pénible. Pénible, mais au moins, on peut la défoncer. Et ça marche. Alors que Ronan, vous ne pouvez pas le défoncer. Ronan est un sac à PV et il est violent. Il gagne des tenaces tout le temps, il tape 27 fois par tour, et plus il tape fort, enfin plus il est là, plus il tape fort. Sachant qu'en plus, comme ils ont changé la règle de la pierre du pouvoir, maintenant, même si vous êtes tenace, si l'attaque initiée par Ronan était bien de 3, il récupère sa petite pierre. Sachant qu'il peut venir vous tuer en alter ego si vous avez la pierre, oui, parce que prendre une attaque à 8 quand on est en alter ego, ça peut être compliqué, que ces sbires sont extrêmement gros et puissants, et qu'il vous donne une carte de rencontre tous les tours avec son vaisseau. Je ne sais plus où il est celui-là. Ils n'ont même pas mis derrière lui. Ah voilà, vaisseau amiral Kree. Mais, joie, vous avez le droit de faire un contre-sort si vous sacrifiez une carte et le Milano. Bon, pour un contre-sort, ça peut être intéressant, mais ça ne sert strictement à rien si le méchant vous sort 2 manigances annexes, 2 sbires, etc. Donc c'est complètement con. Et encore une fois, erreur de game design, puisque une carte de plus. Je suis tout seul. C'est 100% pour ma gueule. À 2, 50%. À 4, 25%. Ça veut dire que plus on est nombreux,
plus le boss est facile. C'est quand même vachement con. Ça n'est pas censé être fait comme ça. C'est la preuve que le jeu a été mal fait. Enfin, le jeu non, lui a été mal fait. Évidemment, son arme universelle, hein, qui lui donne robuste, donc incontrôlable, mais vous pouvez l'enlever pour seulement 2 dégâts une carte de rencontre. Et si vous le faites, elle est dans le deck. Et oui. Donc ça veut dire qu'elle reviendra. Et l'effet de boost, c'est de la mettre en jeu. Donc, à moins d'avoir une capacité, et à l'époque, à part la préparation pour annuler les effets de boost, vous avez des chances qu'elle revienne instantanément. Et personnellement, j'ai déjà abandonné des parties parce que j'enlève l'arme, pas le choix, c'est presque obligatoire de l'enlever dès le début, et premier boost, je rappelle on en a quand même 2, hein, elle revient. Ben c'est pas la peine, vous avez perdu votre temps, donc laisse tomber. Et si ça ne suffisait pas, la petite sucrerie pour la fin, le fanatisme. Donc, cette carte, elle donne plus 1 d'attaque. C'est pas mal, mais il y a pire. Elle a au moins, on ne peut pas négocier avec. On est obligé de se la prendre X fois, X égale à nombre de joueurs plus 1. Donc déjà 2 fois en solo, c'est déjà moche. Et pour être bien sûr, elle vous donne déferlement et perçant à Ronan. Ça veut dire que les tenaces marchent plus, bloquer avec les alliés marche plus. Donc vous êtes obligé de vous prendre en pleine poire des attaques d'un gars qui tape minimum à 3 et potentiellement avec 2 boosts. C'est quand même compliqué, sachant que la seule stratégie qui marche, c'est de dire si je suis tenace et que j'ai un allié, l'allié bloque, perçant, trigger sur l'allié, il n'y a pas d'effet, les dégâts en excès arrivent sur moi, et là le tenace soak les dégâts en excès. Youpi! Et il faudrait faire ça 2 fois. Mais les développeurs, dans leur grande mansuétude, se sont dit ouais mais cette carte, tu vois, elle n'a pas un effet immédiat, c'est pas assez dangereux, donc on va lui mettre renfort. Voilà. C'est juste des connards. Et il y en a 2, hein, pour être bien sûr. Donc, Ronan, passez votre chemin. Ce n'est pas amusant. C'est un défi pour les hardcore gamers, uniquement. Et même comme ça, si vous n'avez pas construit des decks de malade mental, le shield, avec son contrôle du deck de rencontre, marche très bien. Mais laissez tomber. Donc en résumé, nous sommes sur une boîte qui est mauvaise. Des héros à peine corrects, on va dire passables pour Groot, correct pour Rocket, et uniquement 2 méchants intéressants sur 5, c'est naze. Vous n'avez aucun intérêt à l'heure d'aujourd'hui à acheter cette boîte, sauf si vous êtes collectionneur. Si vous êtes complétiste et que vous voulez tout, cette boîte peut être intéressante. Sinon, sans hésitation, toutes les autres boîtes sont mieux, que ce soit au niveau des personnages, des cartes joueurs et des méchants. Vous allez voir que le reste du cycle ne s'annonce pas des plus fameux non plus. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!